You know nothing, Jon Snow. Got a theory. Could be Barney. Sit down. You never say thank C'est pas faux. you. That's what the money is for. C'est bon, Loulou? The danger. I am the one who knocks. I think that I may be the voice of my generation. Suit up. Bonjour les Pikies et bienvenue dans PIK TV, le podcast qui décortique les tendances et l'actualité des séries. Je m'appelle Anaïs Bordage et à mes côtés, comme toujours, la super-héroïne de ce podcast, Marie Telling. Salut Anaïs. Ça paraît incroyable, mais ça fait presque pile 2 ans qu'Avengers Endgame est sorti au cinéma. Vous vous souvenez, les cinémas? C'était bien. Et ça fait presque aussi longtemps qu'on n'a pas eu de gros blockbusters Marvel en salle. Mais si le grand spectacle de la franchise vous manque, heureusement, vous pouvez vous consoler avec les séries de Marvel Studios. La nouvelle plateforme Disney+ en a déjà lancé 2 ces derniers mois, WandaVision et Falcon et le Soldat d'hiver, qui seront bientôt suivis de Loki cet été. Alors que valent ces nouvelles séries et est-ce qu'il faut se réjouir de l'incursion de Marvel dans l'univers de la télé? On vous dit tout dans cet épisode. Mais avant ça, le pic de la semaine. Marie, quel est ton pic cette semaine? Mon pic, c'est que j'avoue que ces derniers temps, j'ai un peu de mal à regarder des séries du début à la fin, à part Friends, parce qu'on est obligé. Et du coup, je me tourne un peu vers des vieux épisodes que j'adore, que je regarde un par un de temps en temps. Et là, dernièrement, sur Twitter, il y avait un tweet où on demandait les 4 épisodes préférés de l'histoire de la télé pour chacun. Et ça m'a fait repenser à The Suitcase, qui est un des épisodes que je revois le plus souvent. C'est un épisode de Mad Men. Ça correspond pile au milieu, au centre narratif de Mad Men, et c'est-à-dire à l'ascension, au milieu de l'ascension de Peggy et au milieu de la déchéance un peu de Don, et ils se croisent au milieu et c'est un espèce de tête-à-tête, pas complètement en huis clos, mais c'est sur une nuit qui passent tous les deux au bureau où ils vont d'abord se confronter et après se rejoindre, et c'est magnifique, c'est magistral, c'est très 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 bien écrit, hyper bien interprété, et c'est vraiment un bonheur de revisiter cet épisode à chaque fois que je le revois. Et je recommande à tout le monde déjà de regarder Mad Men, de revoir cet épisode et aussi de revoir des épisodes qu'ils aiment dans l'histoire de la télé. Et toi Anaïs, c'est quoi ton pic? Bah moi, mon pic, beaucoup de gens en ont parlé dernièrement, c'est la saison 2 d'Hippocrate qui est disponible en ce moment sur Canal+. Donc pour resituer un petit peu, Hippocrate, ça raconte le quotidien d'un hôpital en France, et la saison 1 était déjà très bien, mais alors la saison 2 est vraiment très 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 forte. Moi, je suis complètement soufflée. On est encore un peu dans du quasi-temps réel avec les médecins, sauf que là, l'hôpital est vraiment sous tension. Ça parle pas du Covid, mais on sent que la situation un peu de débordement que les médecins vivent est assez proche de celle que connaissent nos soignants à l'heure actuelle. Déjà, la première scène, en fait, il y a une inondation dans un des services et du coup, ils ont de l'eau jusqu'aux chevilles et ils doivent évacuer tous les patients. Les médecins qu'on avait rencontrés dans la saison 1, là, se retrouvent affectés au service des urgences. Donc, ça va encore plus vite et ils sont totalement débordés. Ils vont même parfois manquer d'empathie parce qu'ils en peuvent plus. Ils ont un afflux de patients qui est énorme. Toutes les 5 secondes, il y a quelqu'un qui vient leur dire « ça fait 3 heures que j'attends, où est-ce qu'on en est ?» etc. Donc, c'est parfois un peu dur, parfois un peu stressant, mais c'est vraiment magistral. Tout le casting est excellent. L'écriture est magique. Enfin, vraiment, c'est une super saison. Et pour moi, c'est une des meilleures séries françaises à l'heure actuelle. Donc, je vous encourage vraiment à aller checker la saison 2 d'Hippocrate sur Canal+. Alors, on va passer au sujet de cette semaine, qui est donc les séries Marvel. Alors, on dit les séries Marvel, mais en fait, c'est pas nouveau. Il y en a déjà depuis quelques temps, des séries Marvel. Oui, il y avait eu un partenariat entre Marvel et Netflix qui a donné naissance à des séries comme Daredevil, comme Jessica Jones, comme Luke Cage. Et ensuite, il y avait aussi Agents of S.H.I.E.L.D., qui est une série qui, elle, était produite avec ABC, je crois, aux États-Unis. Et donc ça, c'est des séries qui sont dans l'univers Marvel, mais un peu en décalage avec les films. C'est des super-héros qu'on voit pas dans les films ou des choses comme ça, mais qui sont ancrés quand même dans cet univers-là et qui étaient des séries, moi, qui m'avaient pas emballé non plus, mais bon. Oui, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que ces séries-là, elles étaient produites par Marvel Television, qui maintenant n'existe plus. Et en fait, bon, il y a souvent des batailles un peu de droits aux États-Unis. Tout ça appartient à Disney. Et en fait, quand Disney a décidé de lancer sa propre plateforme de streaming, Disney+, bah forcément, ça a un peu créé une redondance avec Marvel Television, qui a été intégrée à Marvel Studios, qui produisait uniquement les films Marvel, et donc qui a décidé de créer un peu sa propre filiale télé. Donc, ils ont zappé tout le partenariat avec Netflix et toutes les séries qui étaient en cours de développement sous Marvel Television pour créer leurs propres nouveaux programmes qui sont destinés uniquement à Disney+. Donc, ce qui explique un peu le changement dans la ligne éditoriale de Marvel et des productions de séries télé. Et la différence avec ces séries télé nouvelles, donc WandaVision et Falcon et le Soldat d'hiver et bientôt Loki, c'est qu'on est vachement plus proche de l'univers cinématographique qu'on
qu'on a vu se développer ces dernières années au ciné, en fait. Oui, on est dans la droite lignée, clairement, parce qu'on retrouve en fait des acteurs qui étaient souvent des acteurs de second rôle, mais qui étaient adorés des fans. Donc on a dans WandaVision, il y a le personnage de Wanda, il y a le personnage de Vision, qui sont joués par Elizabeth Olsen et Paul Bettany. Dans Falcon et le Soldat de l'Hiver, on a le personnage du Faucon et le personnage donc du Soldat de l'Hiver qui étaient des proches de Captain America, mais qui n'avaient jamais eu des premiers rôles et qui là se retrouvent à mener leur propre série. Ils sont joués par Anthony Mackie et Sebastian Stan, qui sont des énormes fan favorites dans l'univers de Marvel. Et Loki, c'est quand même un énorme événement parce que c'est un des personnages, pour le coup, qui était presque un personnage principal et qui est adoré dans l'univers Marvel et qui est joué par Tom Hiddleston et qui est le frère de Thor. Donc la série va être totalement autour de lui. On est vraiment juste après les événements de Endgame et ça se développe dans ces mois qui suivent avec des personnages très importants. Donc on n'est pas du tout en parallèle, quoi. En fait, on est dans l'extension de l'univers ciné, oui, avec exactement les mêmes personnages. Alors on va resituer un petit peu le pitch de ces deux séries qu'on a eu l'occasion de voir. Il reste encore un épisode de Falcon et le Soldat de l'Hiver, mais WandaVision, en gros, c'est un pastiche de sitcom télévisé des années 50, 60, 70 et au-delà, c'est-à-dire que chaque épisode a un format qui reproduit un format classique de la télévision et c'est entièrement centré sur le couple de Wanda et Vision. Wanda et Vision, nous deux on fait vraiment la paire. On est chez nous maintenant et je veux qu'on s'intègre. Oh, ce sera vraiment phénoménal! D'où venez-vous tous les deux? Depuis quand êtes-vous mariés? Et pourquoi n'avez-vous pas encore d'enfants? Oh, notre histoire. Je crois que ce que ma femme veut dire, c'est que nous venons de... D'où venez-vous? Depuis quand êtes-vous mariés? Et pourquoi? Oh, Arthur, ça suffit! Ça suffit! Ça suffit! Ça suffit! Vision qui était mort dans Endgame, donc on se demande un peu pourquoi au début ils se retrouvent tous les deux dans cette sitcom des années 50. Dans la banlieue américaine. Voilà, c'est ça. Et donc c'est une série qui vraiment, il y a un épisode qui est diffusé chaque semaine et qui révélait un peu un nouveau mystère à chaque épisode et qui a vraiment tenu les fans en haleine, où on se demandait un peu où ça allait, pourquoi on se retrouvait dans des univers télévisuels totalement déconnectés de l'univers Marvel. Donc par exemple, il va y avoir un épisode qui va être très inspiré de I Love Lucy, un autre qui va être très inspiré de Ma sorcière bien-aimée, et puis après ça va jusqu'à Modern Family ou Malcolm. Et en fait, ça reprend tous les codes visuels de ces séries-là, tout en avançant l'intrigue principale de WandaVision. Donc c'est vraiment, c'est plein de mystères et en même temps plein de clins d'œil à l'histoire de la télé. Et en comparaison, Falcon et le Soldat de l'Hiver, qui est sorti après WandaVision, pour le coup, est un peu plus similaire à ce qu'on a eu l'habitude de voir au cinéma. Donc c'est après le départ de Captain America à la fin de Endgame du dernier film. On a ces deux acolytes, en fait, le Soldat de l'Hiver et Falcon, qui se retrouvent un peu démunis, qui savent pas trop comment gérer leur deuil et comment gérer aussi le nouveau rôle qu'ils vont endosser maintenant que leur très célèbre meilleur ami n'est plus là. Et pour le coup, ça, c'est plus en mode film d'action, avec un peu aussi de l'humour, parce que c'est un duo où ils se confrontent pas mal, parce qu'ils sont très différents, les deux. Falcon est très honorable, droit, c'est un homme militaire qui, en plus, sait gérer ses émotions, a fait beaucoup de travail sur lui-même, surtout son post-trauma après-guerre et tout ça. Tandis que Bucky, donc le Soldat de l'Hiver, lui, pour le coup, a des gros problèmes psychologiques, et il a eu une vie, le pauvre, où il a été un tueur, un assassin pendant des années, parce on lui avait lavé le cerveau, donc il y a toutes les retombées. Des décennies, puisqu'il a 106 ans. Exactement. Et donc, il y a un contraste entre les deux, forcément, mais en même temps, ils font équipe, et ça fonctionne assez bien au niveau de l'humour, parce que, justement, ils se rentrent un peu dedans, quoi. Well, I don't trust Red Wing. Hold on a minute. You don't have to trust Red Wing. But I'm gonna go see if he's right. Because I have a feeling they might be a part of the Big Three. What Big Three? The Big Three. What Big Three? Androids, aliens, and wizards. That's not a thing. That's definitely a thing. No, it's not. Every time we fight one of the three. So who are you fighting now, Gandalf? How do you know about Gandalf? I read The Hobbit in 1937 when it first came out. So you see my point? No, I don't. There are no wizards. Doctor Strange is a sorcerer. A sorcerer is a wizard without a hat.
Et il y a vraiment la scène d'ouverture de Falcon. C'est une énorme séquence d'action qui dure une dizaine de minutes où il est dans les airs, dans un canyon, en train de pourchasser des gens et de leur tirer dessus. Ouais, c'est vraiment une extension de l'univers cinématographique Marvel. C'est vraiment censé faire la transition entre ce qu'on a vu au cinéma et ce qu'on va voir à la télé. Alors la question quand même essentielle, c'est est-ce que c'est de la bonne télé ou pas? Toi et moi, on est quand même plutôt fans de l'univers Marvel au cinéma. Oui. Et là, on était un petit peu sceptiques. Enfin, on se demandait si ça allait fonctionner ou pas à la télé. Moi, ce que je trouve bien, c'est le format hebdomadaire. C'est-à-dire que là, on n'est pas dans du binge-watching. On est dans un épisode diffusé chaque semaine. Je trouve que ça a très bien fonctionné pour WandaVision parce que c'était un peu sur le mode de Lost, en fait, où il y a toujours, c'est un peu boîte à mystère. À chaque nouvel épisode, on se pose encore plus de questions qu'à l'épisode précédent. Et ça a créé un peu une sorte de water cooler moment où donc tout le monde se rassemble dès la diffusion. Là, maintenant, c'est sur Internet et c'est plus à la machine à café pour débriefer, se demander ce qui s'est passé, essayer d'interpréter. Et donc, ça a créé un vrai rendez-vous qu'on a de moins en moins l'habitude de voir à la télé. Donc, moi, j'ai trouvé ça plutôt sympa. Après, pour Falcon, c'est un petit peu différent, je trouve. Moi, je l'ai regardé semaine après semaine. Toi, je sais que tu les as regardés un peu en les enchaînant, les épisodes. Est-ce que ça a changé quelque chose à ton expérience? Est-ce que ça a bien fonctionné de les regarder comme ça d'un coup? Oui, je pense, parce que honnêtement, Falcon, j'aurais un peu lâché prise si j'avais regardé semaine après semaine, parce que ça m'a pas, les 2 premiers épisodes m'ont pas passionné. Ouais. Justement, cette séquence d'ouverture un peu très Marvel dans l'action, j'étais un peu saoulée, quoi, parce que c'est ce que j'aime le moins, en fait, dans Marvel, c'est les scènes d'action qui durent genre 15 minutes où en plus tu sais pas ce qui se passe, en fait, parce que t'es là, enfin, je connais pas tous ces gens. Tout le monde est en train de se tirer dessus, tout le monde porte des combinaisons moulantes. Voilà, et puis, enfin, c'est juste, je comprends pas les enjeux parce que ça a pas été établi avant, donc je sais que c'est pour montrer qu'il y a des moyens et que pour mettre tout de suite dans l'ambiance, mais ça me passe complètement au-dessus de la tête. En plus, le premier épisode, les 2 acolytes sont pas vraiment ensemble jusqu'à la fin. Et ça m'a un peu refroidi, donc j'avais regardé le premier épisode dans un premier temps, j'ai laissé tomber, et après, pour ce podcast, j'ai tout regardé d'un coup. Et c'est vrai que là, j'ai beaucoup plus aimé. Parce que j'ai vu les thèmes se détacher, parce que je suis rentrée dans l'histoire, et parce que je trouve qu'au bout du 3e, 4e épisode, ça commence vraiment à rentrer dans le rythme. Ouais. Et ça fonctionne beaucoup mieux pour moi. WandaVision, pour le coup, j'ai regardé toutes les semaines et ça m'a plus accroché, même si au début, j'étais un peu moins emballée parce qu'il faut dire qu'il y a eu un phénomène autour de WandaVision sur Twitter où tout le monde, était complètement gaga de la série. Moi, j'étais un petit peu moins emballée. Je trouvais que ça fonctionnait bien, mais le côté un peu pastiche me faisait marrer, mais en même temps, j'étais pas non plus hyper prise par le mystère et j'étais pas morte de rire devant le pastiche, en fait. Les gens trouvaient ça hyper drôle ou brillant. Bon, après, moi, j'ai pas trouvé ça hyper drôle non plus. Enfin, je pense que ça réussit pas forcément. Enfin, ça n'a pas la dose d'humour des sitcoms qu'ils essayent de reproduire. Oui, c'est ça. En fait, clairement. Mais, voilà. Donc, mais après, par contre, quand ça tombe dans l'émotion, parce que c'est quand même une série aussi sur le deuil. Là, j'ai trouvé que ça fonctionnait très très bien et ça m'a beaucoup plu. Effectivement, le problème avec Falcon, moi je regrette un peu de l'avoir regardé semaine après semaine parce que contrairement à WandaVision qui est extrêmement épisodique et pour moi c'est la plus grosse réussite de la série, Falcon est vraiment découpé comme un film de genre 5 heures en petits morceaux. Et d'habitude quand les créateurs disent ça de leur série, ils disent c'est un film de 10 heures. Eux, ils le voient comme un truc bien, mais pour moi, c'est pas du tout un compliment. Et là, ça se sent vraiment, c'est-à-dire que les 2-3 premiers épisodes, c'est du setup, c'est de l'intro de film. Et après, on rentre dans un conflit vraiment qui éclate dans les épisodes d'après. Et il y aura sans doute une résolution à la fin. Mais du coup, c'est compliqué d'attendre semaine après semaine une histoire qui se développe très lentement et où il n'y a pas de conflit. Enfin, normalement, un épisode de télévision, il y a un conflit au début de l'épisode et il est plus ou moins résolu à la fin. Et on passe à la suite. Et là, moi, ça m'a pas trop emballé de les regarder comme ça parce que, on sent vraiment l'influence du cinéma Marvel pour le coup et WandaVision réussit beaucoup mieux à s'intégrer dans le paysage télévisuel et à montrer, regardez, en fait, on sait comment fonctionnent les séries, on va même s'en inspirer de manière très évidente et pour moi, ça fonctionne beaucoup mieux. Oui, c'est ça qui était assez génial avec WandaVision quand c'est sorti, c'est-à-dire qu'on a là le plus gros studio ciné de ces dernières années, clairement, qui a produit les plus gros blockbusters de ces dernières années, qui décide de faire une série, et la première série qui sort, c'est la série la plus télé que j'ai vue depuis hyper longtemps. Et je parle même pas de Disney+, je parle aussi de Netflix, je parle de, peut-être pas HBO, mais vraiment, c'est une série qui rend hommage à l'univers télé et qui, en plus, en adopte tous les codes. Et ça, c'était assez jouissif, en fait, de voir ça venant, justement, d'un studio ciné duquel on n'aurait pas du tout attendu un truc pareil. Et surtout dans une ère où, nous, on a tendance à déplorer le fait que la télé se cinématographise de plus en plus et qu'on oublie parfois un peu les codes traditionnels de la télé. Donc c'est vrai que c'était hyper plaisant.
Ce qu'il faut savoir, c'est que WandaVision n'était pas censé être la première série à sortir, c'était censé être Falcon. Et à cause de la pandémie, ils ont changé l'ordre parce que WandaVision, c'est avec un plus petit casting et c'est créé avec des green screens, donc ils pouvaient se permettre de le tourner de manière un peu plus safe. Du coup, ils ont changé l'ordre de diffusion et ils ont diffusé Falcon en deuxième. Et je pense que quand on sait ça, on le comprend un petit peu parce que WandaVision est totalement perché et Falcon est vraiment, à mon avis, a été pensé comme une transition de l'univers cinématographique vers la télé, c'est-à-dire que ça ressemble vachement plus à ce qu'on a eu l'habitude de voir au ciné. Mais pour moi, ça a bien fonctionné dans le sens où WandaVision a vraiment intrigué à la sortie. Je pense que s'ils avaient sorti Falcon en premier, on se serait peut-être dit, bon, ok, enfin, franchement... Oui, voilà, c'est sympa, mais c'est ce qu'on attend de Marvel, en fait. Voilà, pour exactement. moi, Falcon, c'est vraiment, il y a rien de surprenant. Tandis que WandaVision, ils ont vraiment créé l'événement, quoi. Exactement. Ils ont créé la surprise et du coup, pour moi, c'était très bon pour WandaVision, mais c'est pas très bon pour Falcon parce que maintenant, en fait, les attentes ont été vraiment élevées par la qualité de WandaVision et la surprise qui a été créée. Et quand on voit Falcon juste après, on se dit, bon, bah, c'est très normal, c'est très traditionnel par rapport à ce qu'on attendait après avoir vu WandaVision. Donc, je pense que, je sais pas, la stratégie a peut-être pas été très bonne sur le long terme, mais en tout cas, ils ont créé un événement autour de... Après, Falcon a quand même un gros truc en sa faveur, c'est Sebastian Stan, quand même. C'est vrai. Et Anthony Mackie, en fait, les deux, ce qu'ils ont vraiment, pour moi, toutes ces séries-là, quand même, c'est qu'ils ont un casting qui est génial. Bah oui. Qui sont des acteurs, pour la plupart de cinéma, qui sont vraiment excellents, qui ont l'habitude de porter sur leurs épaules des blockbusters. Et ils ont aussi été très bons dans le casting de nouveaux personnages. C'est-à-dire que dans WandaVision, il y a quand même Catherine Hahn, qui est incroyable. Voilà, une déesse de la télévision et du cinéma qu'on a vu dans plein de rôles, mais qui là, enfin, sans doute grâce à la portée vraiment mainstream de la série, a pu aussi prouver à plein de gens qui la connaissaient pas ou qui la reconnaissaient pas trop dans d'autres séries, prouver un peu le talent de cette actrice. Pour ceux qui la connaissent pas, c'est celle qui jouait dans Mrs. Fletcher. Ouais, qui a joué dans Transparente aussi, qui jouait la rabbin Raquel, qui a joué dans plein de petits films indés aussi et qui est vraiment extraordinaire. Et là, dans la série, c'était un peu chaque semaine celle qui récoltait tous les lauriers. Après, Elisabeth Olsen est vraiment aussi extraordinaire. On en avait parlé déjà quand elle était dans Sorry for Your Loss. C'est une actrice qui est géniale, donc on sent qu'ils savent ce qu'ils font quand même. Ils ramènent aussi pas mal de personnages secondaires fan favorites qui viennent un peu parsemer le scénario. Par exemple, dans WandaVision, il y a le personnage de Darcy qui revient, qui est un énorme fan favorite, que les gens adorent. Je comprends pas trop pourquoi, parce que moi, elle me crispe profondément, mais elle est jouée par Kat Dennings. Moi, je l'adore. Mais elle est toujours là pour faire des blagues, mais je la trouve hyper chiante, en fait. Mais bon, bref, elle est dans WandaVision, et il y a aussi des clins d'œil. Par exemple, il y a la fille de la meilleure amie de Captain Marvel qui est dans la série. Ouais. Et là, pour elle, c'est vraiment une sorte d'origin story, puisqu'on sent qu'elle va devenir, en fait, un personnage très important dans la prochaine phase des films Marvel, et elle devient, enfin, c'est Monica Rambeau, mais on sent qu'elle devient aussi un super-héros, enfin, une super-héroïne au fil de la série. Donc, il y a vraiment quelque chose d'assez excitant, je trouve, dans son rôle dans WandaVision. Et il y a aussi, par exemple, dans Falcon, il y a le méchant qui était joué par Daniel Brühl qui revient. Zemo, voilà. Qui, pour le coup, est assez sympa. C'est assez sympa de le voir revenir parce qu'il est assez drôle, donc... Ouais, c'est ça. En fait, encore une fois, c'est un grand acteur, Daniel Brühl, donc ils savent vraiment ce qu'ils font et ça permet de donner du relief à des personnages qui étaient sous-développés dans les films Marvel. Bon, déjà, Elisabeth Olsen, à part avoir un accent chelou, elle faisait pas grand-chose. Ouais. Donc là, ça permet vraiment de leur donner un rôle beaucoup plus important. Pareil avec Falcon et Winter Soldier. Et même avec Zemo, en fait, qui était pas, pour moi, un méchant hyper intéressant de l'univers cinématographique Marvel. Là, il lui donne un côté un peu plus humoristique et en même temps machiavélique, qui est très sympa, qui est très divertissant. Donc, ça leur permet d'approfondir certaines choses qui avaient été pas assez développées, voire même mal développées dans les films. Il y a autre chose qui est remarquable quand on connaît l'histoire de Marvel et qu'on voit ces séries, c'est vraiment que c'est des séries qui sont marquées par le deuil et par la perte et par ces questionnements-là, tout simplement parce que c'est des séries qui se situent après les événements de Endgame où il y a beaucoup de personnages principaux qui sont quand même morts et aussi après le blip. Donc dans la mythologie Marvel, c'est 5 ans où des gens ont disparu complètement de la circulation et sont revenus comme s'ils étaient partis le jour précédent, quoi. Ouais. Et en fait, du coup, le monde avait changé et par exemple, Monica Rambeau dont tu parlais a perdu sa mère pendant ces 5 ans et revient. Donc elle a ce deuil-là à gérer. Il y a aussi Wanda qui a énormément de deuil à gérer. Elle a perdu son frère dans un des films. Il y avait aussi tout le deuil lié justement à Sokovie, qui était un pays entier qui a été détruit dans Age of Ultron. Et ça aussi, ça avait déjà beaucoup marqué les films d'après, où il y avait une sorte de noirceur et de culpabilité de la part des super-héros, enfin des Avengers, qui étaient un peu allés trop loin dans leur quête aussi et qui avaient causé beaucoup de dégâts collatéraux. Oui, c'est ça. Si on regarde les premiers films de l'univers Marvel, c'est très drôle. C'est-à-dire même le premier Avengers, c'est léger, c'est fun.
C'est plein de blagues, les enjeux sont énormes, il faut sauver la planète, mais il y a rien de très noir ou de très profond dedans. Alors que quand on regarde la fin des films, c'est vraiment marqué par le deuil, par le trauma, par la rancœur aussi, parce qu'ils se sont fait rejeter, par aussi tous les questionnements de savoir qu'est-ce qu'un héros et qui a le droit d'avoir ce genre de pouvoir et des choses comme ça. Et ça marque vachement les deux séries. C'est-à-dire qu'on le retrouve, WandaVision, c'est vraiment une réflexion sur le deuil, très clairement. Et Falcon et le Soldat de l'Hiver, c'est une série d'action, mais en même temps, les deux personnages au centre sont des personnages qui ont des énormes traumas dus à leur rôle dans les conflits armés et qui doivent gérer ça et qui en plus ont un énorme poids sur leurs épaules après la disparition de la figure centrale de leur vie qui était Captain America et de la figure héroïque qui les soutenait, où maintenant ils doivent se dire comment eux peuvent être des héros ou pas et ce qu'ils veulent endosser comme responsabilité. Et tous ces questionnements, c'est des questionnements qui étaient absents des débuts de Marvel et qui aujourd'hui sont très très présents. Ouais, c'est vrai que dans Falcon, il y a vraiment cette idée ils ont été définis pendant tout ce temps par Captain America et comment on se définit maintenant que Captain America n'est plus là. Enfin, il n'est plus là. Non, je plaisante. Non, mais c'est vrai que, en fait, moi, ce que je trouve très intéressant dans Falcon, c'est que, effectivement, c'est marqué par le deuil et c'est aussi marqué par un questionnement très politique où on sent aussi l'influence de l'actualité américaine de ces dernières années, où, en fait, il y a vraiment la question de est-ce que Captain America peut être noir, puisque Falcon a été l'héritier proclamé par Captain America à la fin de Endgames. Et en fait, là, il se retrouve dans la position de prendre ou pas le bouclier et d'endosser ce rôle-là. Sauf qu'en même temps, il peut même pas avoir un prêt à la banque et qu'en fait, il se rend compte qu'il n'est pas forcément considéré au même titre que les autres citoyens américains parce qu'il est noir. Et il y a un nouveau Captain America qui arrive très tôt dans Falcon, qui est John Walker, qui est encore un blond aux yeux bleus, qui est vraiment l'américain un peu type, on va dire, qui est joué par Wyatt Russell et qui est un peu dérangeant. On comprend pas très bien au début pourquoi, mais on sent qu'il y a une sorte d'opposition entre lui, Falcon, et le Soldat de l'Hiver. Et donc, tout le questionnement de Falcon, c'est vraiment de se dire qui peut être un super-héros, en fait, aux États-Unis. Est-ce que quand on est noir, on peut être un super-héros ou pas? Est-ce qu'on a envie de l'être pour un pays qui nous considère pas forcément à égalité avec les autres? Aussi, est-ce que l'Amérique mérite d'avoir un super-héros à son nom aussi? Enfin, ouais. Il y a cette question aussi. Exactement. Et donc, c'est des questions qui sont assez sombres. Donc, moi, j'ai trouvé ça, comme toi, assez intéressant. On se démarque un petit peu, enfin surtout pour des productions de Disney en fait, on se démarque un peu du manichéisme qu'on avait pu voir au tout début de cette saga-là. Et moi, ça me fait clairement penser à Damon Lindelof, qui est le créateur, entre autres, de Lost, The Leftovers et Watchmen, qui est donc un showrunner, un créateur qu'on admire énormément à PIC TV. Et son influence est énorme, je trouve, ces dernières années dans la pop culture de manière générale. Et là, c'est très clair. Déjà, Avengers Endgame, c'était très clairement The Leftovers, oui, puisque une grosse partie de la population disparaît. Et là, en fait, WandaVision, c'est aussi The Leftovers. C'est une réflexion sur le deuil, sur la disparition. C'est quelque chose de très mélancolique. Et à côté de ça, Falcon et le Soldat de l'Hiver, pour moi, c'est clairement inspiré par Watchmen, qui avait aussi interrogé de manière beaucoup plus radicale le rôle des super-héros dans la société américaine et lier tout ça, en fait, au racisme de la société américaine et comment on peut réconcilier les deux. Et est-ce qu'un super-héros peut vraiment être un super-héros, en fait, ou est-ce que c'est aussi avoir un tel pouvoir et une telle puissance physique, ce serait pas un problème? Et là, très clairement, dans Falcon, plus les épisodes avancent, plus on sent qu'il y a une idée de corruption par le pouvoir et qu'en fait, le super sérum que Bucky et Steve Rogers avaient avalé, il corrompt la plupart des gens. La seule personne qui n'a pas été corrompue par ce sérum, c'était Steve Rogers, le Captain America originel. Mais tous les autres, en fait, c'est un peu plus gris, un peu plus compliqué. Il y a vraiment cette idée avec le nouveau Captain America qui, lui, est aussi un soldat un vétéran de la guerre en Afghanistan et qui, donc, contrairement à Steve Rogers, qui s'était battu contre les nazis, s'est battu dans une guerre aussi beaucoup plus grise, beaucoup plus sale, en fait, pour les États-Unis. Et donc, il y a toute une histoire de PTSD, de culpabilité. Il dit lui-même à un moment, parce qu'il est 3 fois médaillé, et il dit des médailles pour le pire jour de ma vie et pour des choses que j'ai fait qui n'étaient pas forcément très belles, quoi. Voilà, donc il y a une vraie interrogation sur qu'est-ce que ça veut dire d'être un soldat aujourd'hui aux États-Unis, qu'est-ce que ça veut dire d'être un héros, qu'est-ce que ça veut dire d'être un homme noir. Et donc pour moi, c'est des interrogations qui sont intéressantes, mais je peux pas m'empêcher de les comparer à Watchmen et de me dire qu'à côté, c'est un peu du pipi de chat. Oui, c'est pas aussi radical, ça c'est voilà, sûr. Exactement. Enfin, c'est clairement, après bon, c'est Disney. Et dans WandaVision, il y a aussi des personnages qu'on a pris l'habitude d'aimer et qui endossent un rôle un peu plus sombre, mais en fait, quand on arrive à la fin de la série, on se rend compte que tout ça est un peu édulcoré, passé à la machine Disney. Ils peuvent pas partir dans des choses trop sombres parce qu'on sent vraiment qu'ils doivent préserver leurs personnages parce que ces personnages vont être très présents dans la nouvelle phase de Marvel. Et par exemple, Wanda, on sent qu'elle va avoir un rôle majeur. Ils l'établissent comme un nouveau personnage très important.
On sait d'ailleurs que Wanda, en fait, établit les premières bases pour le prochain Doctor Strange, le prochain film. Donc, rien que des choses comme ça, on sait qu'ils peuvent pas aller trop loin. Ils font des expérimentations créatives qui sont très intéressantes et qui sont assez originales et tout ça, mais ça reste une entreprise hyper mercantile. C'est-à-dire que ça reste du Marvel, où c'est les pros du blockbuster, où ils sont là pour créer une espèce d'empire incroyable. Ils l'ont déjà créé, mais pour le perpétuer sur la durée. Et ça, on le sent vraiment dans ces séries aussi, qui sont admirables par plein d'aspects, mais qui s'inscrivent vraiment dans cette logique. Est-ce que le fait de savoir que c'est là pour juste introduire des films, en fait, que c'est pas juste une entreprise créative à 100%, ça t'a sorti du truc ou pas? Non, je m'attendais pas à des trucs incroyables, donc déjà j'étais assez surprise qu'ils soient un peu plus originaux. Et puis honnêtement... Vu l'état de mon cerveau en ce moment, je prends n'importe quoi qui me divertit et qui est juste assez intelligent et tout ça. Je m'attendais pas à avoir l'œuvre de création la plus originale et la plus révolutionnaire qui soit. Je me tourne vers des séries Disney+ ou des séries Marvel pour être divertie. Et elles font ce boulot. Et c'est comme les films Marvel. C'est-à-dire que les films Marvel, chaque film Marvel était là pour établir le prochain film Marvel et exister dans ce tout. Et bon, t'acceptes ça, en fait. Ça fait partie du jeu. Au contraire, je suis curieuse de voir la suite. Oui, comme t'acceptes le fait que les personnages meurent jamais vraiment, qu'il y a toujours un renouvellement, parce que c'est la culture des comics aussi, et qu'on sait que c'est fait pour être renouvelé un peu ad nauseam, et que du coup, il y aura jamais vraiment de fin. Mais c'est vrai que moi, pour WandaVision, ça a vraiment un peu impacté mon appréciation de la fin. Et là, c'est pareil avec Falcon, où il y a une réplique que je trouve super dedans, où c'est Zemo, en plus, le méchant, mais qui a parfaitement raison là-dessus, où il dit le désir de devenir un super-héros ne peut pas être séparé d'idéaux suprémacistes. The desire to become a superhuman cannot be separated from supremacist ideals. Anyone with that serum is inherently on that path. Et franchement, voir ça dans une série Disney sur des super-héros, je trouve ça assez impactant. Et parler de suprémacisme à l'heure actuelle aux États-Unis, ça pèse lourd, quoi. Mais en même temps, c'est dans une série de super-héros et on sait qu'il va y avoir encore plein de super-héros qui vont arriver et que le bouclier Captain America ne va pas être jeté à la poubelle. C'est un peu une demi-mesure, quoi, de dire un truc comme ça. C'est très intéressant, mais en même temps, on sait qu'ils vont pas arrêter d'être des super-héros pour autant. Mais en fait, ils sont malins parce que ils savent très bien que s'ils ne font pas ce genre de réflexion, leur genre est complètement archaïque, ne correspond pas du tout à la réalité des questionnements actuels de la pop culture et du cinéma et de la télé. Donc pour s'inscrire dans cet arc-là, ils sont obligés de remettre un peu en question la philosophie de leur truc, mais ils peuvent pas trop remettre en question parce que tout repose, tout leur succès repose là-dessus. Donc ils arrivent, enfin franchement c'est assez admirable parce qu'ils arrivent à marcher sur un espèce de fil sans tomber d'un côté ni de l'autre. Il y a un côté assez opportuniste, mais en même temps ça fonctionne parce que la qualité est là, quoi. Et parce qu'ils savent bien s'entourer, c'est-à-dire que ils ont quand même d'excellents réalisateurs, d'excellents scénaristes. Matt Shakman, par exemple, qui réalise tous les épisodes de WandaVision, il a signé plusieurs épisodes de Game of Thrones et de Mad Men. Donc c'est quand même des équipes assez impressionnantes et c'est ce que Marvel a fait au cinéma aussi en recrutant des gens qui venaient plus du cinéma indépendant et en donnant une patte un peu auteur, je mets des guillemets quand même, sur une énorme entreprise cinématographique. Du coup, la question qui me taraude et que j'aimerais te poser, Marie, c'est il y a déjà de gros débats sur le fait que Marvel fait beaucoup de mal à l'industrie cinématographique parce qu'ils absorbent tout le reste, en fait. Ils font du mal à l'univers du cinéma indépendant et au moyen budget. À ton avis, quel impact Marvel peut avoir sur le monde des séries ? Est-ce que tu penses que c'est une bonne chose que Marvel se réapproprie, en fait, cet aspect-là de la créativité ? Non, mais non, parce que ça fait partie un peu de leur suprématie culturelle, ça c'est sûr. Après, le problème, c'est qu'à l'heure qu'il est, il y a une telle overdose de séries déjà, que en rajouter quelques-unes de Marvel, je pense pas que ça a phagocyté complètement le reste parce que des studios comme HBO Max qui se développent vachement et tout ça, ou enfin juste HBO en général, vont continuer de faire ce qu'ils font et ce qu'ils font très bien. Ils sont assez établis. Les gens en règle générale vont au cinéma une fois par mois, par exemple, mais les gens voient beaucoup de séries télé. C'est pas les mêmes. En ce moment ils vont pas du tout au cinéma. Ça coûte de l'argent et tout ça, tandis que je pense que par exemple Disney+ va sûrement être très compétitif grâce à ça et grâce à des séries comme de Mandalorian qui s'inscrit dans la même stratégie mais avec les fans de Star Wars et l'univers de Star Wars. Avec ça, ils deviennent beaucoup plus compétitifs sur le marché des plateformes de streaming. Après, ceci dit, je pense pas qu'ils vont empêcher des plateformes comme HBO Max ou même Netflix de prospérer et d'exister. Je pense pas. J'espère. C'est vrai que, en gros, la question qu'on peut se poser, c'est plus il y a de plateformes et plus il faut payer genre 12 ou 15 euros ou parfois 20 euros par abonnement par plateforme, plus il va falloir faire un choix où là, on est un peu dans un entre-deux encore où on peut être abonné
abonnés à Netflix, Amazon, Hulu, HBO, OCS, je sais pas quoi. Et en fait, à un moment, plus les prix des abonnements vont augmenter, plus il va peut-être falloir choisir et peut-être que Disney peut, à ce moment-là, attirer plus de monde, je sais pas. Alors, en même temps, ils ont que 5 séries pour l'instant, quoi. Pour l'instant, c'est ça le problème aussi, c'est que, et même s'ils développent plein d'offres de séries, si tout est dans le même univers, au bout d'un moment, c'est quand même hyper limité, quoi. Il faut dire d'ailleurs que, en plus des 3 dont on a parlé là, WandaVision, Falcon et Loki, il y en a 10 productions Disney+, Marvel, voilà, qui sont prévues. Ça s'étend jusqu'à 2023 ou 2024, je crois. Donc, clairement, ils sont là pour rester. Ils n'ont pas prévu de faire juste une petite escale de 2-3 séries. Donc, effectivement, je suis d'accord avec toi. Je pense qu'il y a tellement de séries qu'il y aura toujours de la place pour les autres. Après, moi, c'est vrai que c'est plus de l'ordre créatif, en fait, où voir des énormes projets comme ça, qui ont énormément d'argent, attirer des créateurs qui auraient peut-être pu faire des trucs un peu plus niche à côté. C'est un peu comme avec Marvel, où, enfin, j'ai adoré Black Panther et j'ai adoré Creed, mais j'ai aussi adoré Fruitvale Station et j'aimerais voir ce que Ryan Coogler peut faire en dehors du système des studios, en fait. Et j'aimerais bien qu'on laisse aussi les créateurs les plus talentueux rester en dehors du système des studios, mais malheureusement, à l'heure actuelle, comme c'est eux qui ont de l'argent, ils attirent tout le monde et moi, c'est ça qui me fait un peu peur. Mais après, je m'inspire de ton de ton optimisme. Je sais pas si je suis optimiste, c'est juste que t'as décidé d'abandonner, quoi. Oui, mais voilà, ça y est, c'est bon. Ouais. Bon, en attendant, est-ce qu'on recommande ces séries-là? Moi, je pense que oui. WandaVision, vraiment. Honnêtement, bon, après, j'étais très fatiguée, mais j'ai beaucoup pleuré à la fin. Puis même, enfin, c'est très émouvant et puis c'est vraiment bien joué. Et pour les premiers épisodes, il y a vraiment une créativité qui est assez admirable et un parti pris qui est vraiment assez cool. Falcon, un dimanche pluvieux, quoi. Ouais, c'est ça. Moi, je dirais que aucune de ces 2 séries, pour l'instant, ne me paraît essentielle. C'est-à-dire que si je devais faire à la fin de l'année un classement des meilleures séries, honnêtement, elles seraient pas très haut sur la liste. Elles sont bonnes, mais je dirais pas qu'elles sont absolument essentielles. Donc, si vous avez de l'argent à mettre ailleurs, peut-être vous pouvez aussi le mettre ailleurs. Je sais pas. Enfin, faites ce que vous voulez de votre argent. Mais c'est vrai que c'est plutôt une réussite pour l'instant, l'incursion de Marvel Studios dans l'univers des séries. C'était PIC TV, merci Marie. Merci Anaïs. Et merci à vous, chers Pikies, de nous avoir écoutés. Vous pouvez retrouver tous les épisodes de PIC TV sur slate.fr ou sur votre appli de podcast préféré. On se retrouve dans 15 jours avec un nouvel épisode. En attendant, si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles. Salut!